La maladie rénale chronique touche plusieurs millions de Français et parmi eux, 50 000 personnes sont dialysées. La plupart sont en hémodialyse et ont besoin d'un abord vasculaire très particulier, la fistule artério-veineuse. Alors qu'est-ce que c'est? Pourquoi on la crée? Comment on l'utilise et comment on la protège? Pour en parler, j'ai reçu le docteur Viviane Duhédal, qui est chirurgien vasculaire à Paris et qui est une grande experte reconnue du sujet. Aujourd'hui, on va vous informer, mais on a créé cet entretien pour qu'il devienne une référence pour toute personne confrontée pour la première fois à la dialyse. L'épisode est disponible en audio sur toutes les plateformes de podcast et en vidéo sur Spotify ou YouTube. C'est parti. Bonjour Viviane. Bonjour Anthony. Je suis très content que tu aies accepté de venir dans le podcast pour parler d'un sujet important pour les patients qui ont une maladie rénale et notamment les dialysés, c'est les fistules artério-veineuses. Tu es chirurgienne vasculaire à Paris, tu es archi spécialisée sur la question et c'était pour moi une chance de t'avoir pour parler des fistules. Je te remercie beaucoup. Merci à toi surtout, vraiment. Les patients, quand on leur parle de fistules, certains ils posent la question pourquoi on ne peut pas piquer dans les veines natives? Qu'est-ce qu'on peut leur répondre? Alors, on peut piquer dans les veines natives, mais dans les veines natives, le flux il est extrêmement faible, donc il n'y a pas du tout assez de débit sanguin pour pouvoir faire la dialyse. La dialyse, c'est un filtre, en fait. On va filtrer le sang. Si on filtre goutte à goutte, on n'arrivera jamais à filtrer toutes les impuretés du sang. Donc, il faut avoir un bon débit pour pouvoir avoir un filtre efficace. Sinon, ça met trop de temps. C'est pas efficace. Moi, si on fait une petite goutte par une petite goutte, on peut pas épurer toute la masse sanguine. Donc, pour avoir une filtration efficace, il faut avoir un bon débit dans la machine. Pour avoir un bon débit dans la machine, il faut arriver à le trouver quelque part dans le corps. C'est là que tu interviens et il faut créer donc ce qu'on appelle vulgairement une grosse veine, une fistule. Voilà. Alors, la fistule, le but, c'est pas tellement que ce soit une grosse veine. Le but, c'est que ce soit un vaisseau dans lequel il y a un bon flux, un bon débit. Parce que ce débit va permettre qu'on pompe efficacement et qu'on fasse tourner le sang efficacement dans la machine de dialyse. Accessoirement, ça va la faire grossir un petit peu, ce qui rend les ponctions plus faciles, parce qu'une petite veine naturelle, c'est pas toujours si facile à piquer, alors que si elle grossit un petit peu, ça rend les choses plus simples. Mais le but initial, c'est surtout d'avoir un bon débit, d'avoir un accès à un débit sanguin important pour pouvoir faire tourner la machine et épurer efficacement le sang. Pour nettoyer le plus de sang possible. Exactement. Les patients, ils peuvent être dialysés avec un cathéter ou bien avec une fistule. Il y en a beaucoup qui posent la question, pourquoi c'est mieux une fistule qu'un cathéter? Alors, le cathéter, c'est quand même un tuyau en plastique. C'est un plastique perfectionné, très compatible avec le sang, etc. Mais c'est quand même un tuyau en plastique qui va jusqu'au cœur, parce que il faut qu'il y ait un bon débit. Donc, on va chercher le sang là où il y a un gros volume, donc le tuyau il va jusqu'au cœur et il ressort de la peau. Donc c'est un tuyau en plastique qui va du cœur à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle une porte d'entrée potentielle, c'est-à-dire il peut y avoir des bactéries qui vont se fixer sur le cathéter et qui vont entrer et ça peut donner des septicémies, ça peut être catastrophique. Donc quand tout va bien, c'est génial, ça permet de dialyser. Alors l'avantage du cathéter, c'est qu'on peut dialyser en extrême urgence. On met le tuyau, hop, on peut brancher sur la machine et on peut dialyser. Pour les patients qui ne sont pas préparés. Voilà, pour toutes les situations très urgentes, ça marche très bien. Mais sur le long terme, on aime bien remplacer ça par quelque chose d'un peu plus sécure sur le plan septique. Et ça donne une grande liberté aux patients d'avoir une fistule parce que de pas avoir cette menace infectieuse, on n'a plus un pansement en permanence qui est quand même très gênant dans la vie courante pour se doucher, pour se baigner, pour d'avoir un tuyau qu'on doit en permanence protéger, c'est quand même pas génial, quoi. Oui. Donc, c'est vraiment important dans l'idéal, si les choses sont acceptées, qu'il y ait une fistule pour être dialysée plutôt qu'un cathéter. Si elles sont acceptées et possibles. Et possible. Et justement, dans quel cas les artères ou les veines t'empêchent de réaliser une fistule? Alors, ce qui est le plus embêtant, c'est les artères. Pourquoi les artères? Parce que les artères, c'est pas fait pour faire des fistules. Une artère, c'est fait pour alimenter un organe.
En l'occurrence, on va utiliser les artères des membres supérieurs. Donc, les artères des membres supérieurs, elles sont faites pour alimenter la main. La fistule, ça va faire un court-circuit. Il y a une partie du sang artériel qui va remonter directement dans la veine pour alimenter la fistule, pour faire grossir un peu la fistule et surtout pour lui donner un débit plus important. On va voler une partie du débit de l'artère pour le faire passer dans la fistule pour l'utilisation, pour la dialyse. Mais on n'est pas fait pour ça. Alors, comme la vascularisation est quand même naturellement pas mal faite, plus on en demande aux artères et plus elles vont grossir et plus elles vont alimenter et la main et la fistule, dans le cas le plus fréquent. Maintenant, on peut avoir des artères abîmées. Il y a certaines maladies, le diabète, l'hypertension, l'hypercholestérolémie, qui vont abîmer les artères. Bon, ce qui abîme le plus les artères, tout le monde le sait, c'est le temps qui passe. Plus on est âgé et plus on a des artères. Déjà, voilà. Physiologiquement. Voilà, physiologiquement. Donc, il faut que les artères du membre supérieur puissent alimenter et la main et la fistule. C'est assez simple. Donc, pour qu'elles puissent alimenter les deux, il faut qu'elles puissent s'adapter, qu'elles puissent augmenter de débit. Donc, ça, on va vraiment l'étudier très attentivement avant de décider de faire une fistule et de décider quelle fistule on va pouvoir faire. Voilà. Ça, c'est le point le plus important. Après, les veines, on peut aussi avoir des veines qui peuvent être très abîmées. Notamment, il y a un certain nombre de gens qui ont eu beaucoup de perfusions pour des maladies autres, et les perfusions peuvent détruire les veines. Hein. Parce que les veines sont pas faites pour avoir un corps étranger dedans. Hein. En permanence. Voilà. Donc on peut détruire les veines avec les multiples ponctions. C'est des ponctions qui sont nécessaires. Les perfusions, c'est vital. Enfin voilà, c'est comme ça. Mais bon voilà. Après, à nous de chercher quelle veine va être la plus adaptée et sur quelle artère on va pouvoir la brancher. Pour les patients qui ont une insuffisance rénale chronique connue, suivie, on préconise d'essayer de limiter les ponctions veineuses au bras et de piquer sur les mains. Ah oui, c'est très important. Ça évite effectivement de détruire les veines qui peuvent servir à faire une fistule. Message important. Et donc tu disais, selon l'état des artères et des veines, la fistule, on peut la mettre à certains endroits. Est-ce qu'il y a une localisation idéale que tu mets en priorité plutôt? Alors, il y a des localisations qui sont plus pratiques pour les patients, plus pratiques pour les infirmières. Alors, en sachant que le confort des infirmières est primordial parce que c'est elles qui vont ponctionner. Et donc, plus elles sont confortables et mieux c'est pour le patient. Après, il y a les considérations esthétiques, de tolérance, etc. Bon, tout ça, on l'entend parfaitement. Mais ce que je répète vraiment comme message important, c'est la tolérance artérielle. Ça, c'est vraiment le truc le plus, essentiel dans notre choix. On va essayer de faire en sorte que ce soit le moins nuisible possible sur le plan vasculaire. Donc, notre choix, il va d'abord être celui-là. Après, on entend bien que certains auraient préféré que ce soit un peu moins visible parce que sur l'avant-bras, c'est un peu plus visible. Parce que si on prend des manches courtes, ça va rendre la fistule visible. Mais si ça va pas bien, là, l'aspect esthétique, il va passer très loin derrière. Hein. Ce qui est essentiel, c'est que ce soit le moins nuisible possible sur le plan artériel et qu'il y ait la meilleure longévité possible. Et puis qu'on ait économisé le capital artériel et veineux des patients. Parce que les patients, quand ils viennent nous voir pour leur première fistule, on appelle ça première fistule parce que c'est souvent pas la dernière. Parce que ils vont avoir une vie émaillés de plein d'événements. Souvent, on va leur proposer d'être greffés. S'ils sont greffés, qu'est-ce qu'on va faire de la fistule ? Souvent, on va la supprimer parce que ça sert à rien de laisser ce court-circuit qui fonctionne inutilement quand on n'en a plus besoin pendant 10, 15, 20 ans. Ça va continuer d'évoluer, continuer de nuire à la vascularisation, au cœur, etc. inutilement. Donc, on va en général la supprimer. C'est un segment veineux qu'on pourra plus utiliser. Donc, tout notre travail, c'est un travail stratégique de tolérance
et de longévité. Voilà. Alors, chacun est différent. Donc, on va étudier toute la vascularisation, toute l'histoire, et puis réfléchir ensemble. Et de toute façon, nous, on va proposer quelque chose. On va donner nos arguments. Et puis c'est le patient qui décide. Et ensuite, vous décidez ensemble. Ensemble. Mais globalement, si tu as un patient avec un état vasculaire correct, l'idéal pour démarrer, c'est une fistule distale, c'est-à-dire au poignet. Absolument. Alors, de toute façon, tous mes arguments là mènent toujours à la même conclusion. Plus on est distal, et mieux c'est. Hein, donc, plus on utilise. Quand on utilise les artères de l'avant-bras, elles sont plus petites. Elles sont. Il y en a 3. Alors que quand on utilise l'artère du bras, il y en a qu'une. Elle est beaucoup plus grosse. Donc, on va avoir une fistule avec un plus fort débit et beaucoup plus de risque de vol vasculaire, c'est-à-dire que la main soit mal vascularisée. C'est pour ça qu'on privilégie absolument les fistules à l'avant-bras. Et puis, il se trouve que les fistules de l'avant-bras sont celles qui ont la meilleure longévité. C'est celles qui durent le plus avec le moins de complications possibles. Donc, ça tombe bien. Oui. Ouais. Oui. C'est prouvé que ça a moins de complications sévères. Est-ce qu'il y a un impact de la morphologie chez des gens qui sont très maigres ou au contraire qui sont soit très musclés, soit avec un panicule adipeux un peu épais? Alors, quand les veines sont un peu profondes à cause de la graisse sous-cutanée, de toute façon, ça va pas changer le choix. Par contre, ça va changer la technique. C'est-à-dire, on va être obligé de faire un deuxième geste technique qui va être la superficialisation. La superficialisation, ça veut dire que on va utiliser la veine normalement, mais que on va attendre 1 mois, que la veine est déjà un peu grossie, que le débit est bien augmenté et que la paroi soit un petit peu plus résistante. Et à ce moment-là, on va ramener toute la veine juste sous la peau pour qu'elle soit très accessible. Parce que la fistule, non seulement il faut qu'elle fonctionne, il faut que le circuit fonctionne bien, mais il faut en plus que ce soit facile d'accès, facile à ponctionner. Très important, oui. Au bloc opératoire, est-ce que tu utilises plutôt, avec les anesthésistes, une anesthésie générale ou loco-régionale? Loco-régionale, quasiment 100%. C'est extrêmement rare. Enfin, vraiment, je crois que je me rappelle même plus la dernière fois qu'on a endormi complètement quelqu'un. La loco-régionale, c'est génial, hein, parce que c'est beaucoup moins fatigant qu'une anesthésie générale. C'est très confortable parce que les patients ne sentent rien, donc c'est antalgique. Ça va durer plus longtemps que l'intervention, donc ça va se réveiller tout en douceur. Et donc, au lieu de se réveiller en disant « Ah, mais qu'est-ce qui m'est arrivé ?» ça va se réveiller tellement tranquillement qu'en général, les gens me disent « J'ai rien senti du tout ». Donc, vraiment, c'est assez génial sur le plan et physiologique et du confort du patient, sachant qu'on a bien conscience qu'il y a un certain nombre de gens qui sont assez anxieux, personne n'aime venir au bloc opératoire et que donc toute personne qui en ressent le besoin, on va ajouter un complément décontractant, voilà, pour qu'ils soient parfaitement confortables. Il n'y a aucune raison qu'on leur fasse subir un stress en disant vous devez rester complètement réveillé et avoir juste le bras endormi. Non, si ça va pas, si on est anxieux, on a maintenant tellement de moyens de donner un petit décontractant, autant que les gens en ont besoin. Il y a plein de gens qui dorment, mais dorment naturellement parce qu'ils ont eu un petit décontractant et que ça les a bien détendus. Et voilà. Il y a ce côté de confort. Il y a aussi, il me semble qu'il y avait des données dans les études qui disaient qu'avec l'anesthésie loco-régionale, tu favorisais la dilatation vasculaire. Absolument, c'est un sujet très important aussi pour nous. Alors techniquement, oui, ça nous aide beaucoup parce que tous les vaisseaux vont être très dilatés, et notamment les veines superficielles. Les veines superficielles, de toute façon, notre corps est variable dans le temps, selon, voilà, et puis il a des réactions. Les vaisseaux, ils ont des réactions de contraction beaucoup. Donc, le stress, le froid, etc., font que les veines ont tendance à se spasmer et devenir toutes fines. Donc, quelquefois, on a l'impression qu'il n'y en a pas. Et en vérité, une fois que l'anesthésie loco-régionale
est installée, on se rend compte que les veines sont très belles, bien dilatées. Ça nous permet effectivement quelquefois de trouver une veine distale alors qu'on pensait qu'il n'y en avait pas. Dans ce cas-là, on refait une échographie juste avant l'intervention. D'accord. On voit qu'il y a une veine qu'on a... Tu peux changer d'avis au bloc. Ah, bien sûr. Mais on vérifie. D'accord, très bien. Et est-ce que dans la même idée, parce qu'au bloc opératoire, il fait froid, est-ce que vous mettez une source de chaleur auprès du bras ? Bien sûr. Alors, pas auprès du bras, en fait. Non. Le bras, les veines se vasodilatent toutes seules avec l'anesthésie loco-régionale. Ça, c'est un effet permanent. Rapide. Voilà, rapide et immédiat. On réchauffe les personnes, par contre. D'accord. Parce qu'il fait froid, effectivement, au bloc. Donc, on leur met une couverture chauffante. Mais on ne peut pas mettre une couverture chauffante puisque... sur le bras, oui. Voilà. Mais tu mets pas une source de chaleur à côté du bras, non. Avec l'anesthésie, tu considères que ça suffit. Oui. Ah, mais c'est énorme. D'accord. Voilà, tu vois immédiatement les vaisseaux se dilater. Pour revenir à la technique, donc tu expliquais tout à l'heure que la fistule, c'est un branchement, entre guillemets, d'une artère sur une veine native. Est-ce que tu peux utiliser des prothèses ou même des greffons, c'est-à-dire des veines d'un donneur ? Alors, quand on n'a plus aucune veine native utilisable, effectivement, on peut utiliser des fausses veines, entre guillemets, en plastique. Alors, c'est du PTFE, polytétrafluoroéthylène, c'est-à-dire du Gore-Tex, transformé. Voilà. C'est un matériau complètement inerte, donc il n'y a pas de réaction. Par contre, comme toute prothèse, il y a toujours un risque infectieux. Voilà. Et ça, on craint toujours le risque infectieux, surtout que là, on va quand même piquer dedans un certain nombre de fois. Donc, chaque ponction, c'est une effraction et donc un risque de faire entrer des bactéries. Donc, bon, si on peut éviter, on évite. Il y a aussi effectivement des veines conservées. On peut, alors c'est un peu écolo, on réutilise des veines de gens qui ont eu des varices, par exemple, mais qui ont ils ont des grosses veines qu'on a retirées parce qu'ils avaient des varices, mais ces veines-là, on peut s'en resservir. Donc, il y a un laboratoire qui les prend, qui va les traiter, retirer toutes les cellules endothéliales. Donc, il va rester la structure qui est une structure naturelle. Le fait d'avoir retiré les cellules endothéliales, ça fait qu'il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de réaction immunitaire. C'est ça qui permet la compatibilité. Voilà, c'est complètement compatible parce que en fait, c'est la structure fibrineuse. C'est la structure de la veine qui va rester sans endothélium, donc pas de réaction immunitaire, pas besoin d'anti-rejet. C'est une greffe, mais sans réaction immunitaire. Génial. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui se développe ou qui va se développer, tu penses ? Nous, on s'en sert beaucoup. Maintenant, il y a des problèmes de disponibilité parce qu'il faut les prélever, ces veines. Il faut que les gens qui opèrent les varices sachent, connaissent le circuit, soient dans le circuit. D'accord. Voilà. En tant que patient, une fois que la fistule est créée, quel est le rôle pour que ça se passe bien dans les premières semaines ? Le rôle du patient ? Le rôle du patient, qu'est-ce qu'il doit pas faire ? Alors, la seule chose qu'il faille jamais faire avec une fistule, c'est comprimer le trajet. C'est la seule chose. Parce que si on comprime le trajet, le sang, quand il ne circule pas, il coagule. C'est pour ça qu'on fait des phlébites quand on est allongé. Voilà. Donc, le sang, il a besoin de circuler pour être liquide. Donc, si on comprime, ça risque de coaguler et de se boucher. Voilà. À part ça... Donc, pas de prise de tension sur le bras de la fistule. Pas de prise de tension, pas de garrot, mais pas dans le quotidien. Pas attraper un sac sur l'avant-bras, pas mettre sa tête pour dormir sur le bras. Enfin, voilà, il faut pas le comprimer. D'accord. Bon, j'ai tendance à dire que souvent dans la vie, il faut pas comprimer ses vaisseaux, mais voilà. Mais là, particulièrement, il faut être très attentif. Et oui, la tension, c'est une erreur qui arrive de temps en temps. Et ça arrive encore. Moi, j'ai encore eu un cas il y a quelques mois et ils ont bouché une fistule dans un hôpital sur une prise de tension. Ouais. Ça, c'est ce qu'il faut pas faire. Qu'est-ce qu'il faut absolument surveiller
les premiers jours et même les premières semaines. Et je pense surtout à ce qu'on appelle le thrill, c'est-à-dire le frisson qu'on sent quand on touche la fistule. Ça, c'est pas toujours facile à sentir quand on connaît pas. Parce que par définition, quand on n'a jamais eu de fistule, on sait pas quelle est la sensation qu'on doit ressentir. Moi, j'essaie de pas stresser les gens parce que des fois, ils essayent de chercher et ils trouvent pas. Donc, ça finit par les stresser. Je leur dis de toute façon, nous, on a vérifié avant qu'ils partent que ça fonctionne bien. Si ils sont zen et que ils ont envie de comprendre, on leur explique. Après, si ça les stresse, voilà. De toute façon, il va rien. Enfin, on va pas. Ça va pas changer notre attitude, qu'ils s'en rendent compte ou pas. Et qui se rendent compte ou pas que ça vient de se boucher. On va pas se jeter dessus, voilà. Donc c'est important aussi que les gens restent zen, voilà. Quand on fait une fistule artério-veineuse, le risque essentiel, effectivement, c'est que ça peut se boucher. Pour réduire ce risque, on va donner un traitement anti-agrégant plaquettaire qui a prouvé son efficacité. Donc voilà, il y a plusieurs traitements anti-agrégants plaquettaires. Il y a beaucoup de gens qui en prennent déjà, parce qu'ils ont eu d'autres soucis au préalable ou par prévention, quelquefois. Donc, ceux qui n'ont pas déjà un traitement anti-agrégant plaquettaire, on va leur donner un traitement anti-agrégant plaquettaire périopératoire, c'est-à-dire on commence juste avant l'intervention et on prend ça pendant 1 mois. 1 mois, c'est on va dire la durée de cicatrisation parfaite. Voilà. En gros, la peau, elle est cicatrisée en 2 semaines, hein. Mais à l'intérieur, il y a encore des réactions, voilà, jusqu'à 1 mois et demi. C'est le premier mois qui est le plus sensible. Avec ce traitement, on réduit nettement le risque de thrombose. D'accord. Voilà. Et pour développer cette fistule, parce qu'au début, le débit arrive et puis au fur et à mesure, il devient de plus en plus important. Est-ce que le fait d'avoir une activité physique avec son poignet ou avec son bras, ça a un impact? Absolument. Plus on bouge et mieux le sang circule. Ça, on le sait, c'est valable pour tous les vaisseaux. Donc, dans la fistule, c'est la même chose. Donc, plus on va se servir normalement de sa main, voire même un peu plus pour les gens justement qui ont des problèmes artériels, on va les encourager à faire une petite auto-rééducation, par exemple avec une balle en mousse. D'accord. Voilà, ça va pomper le sang. D'accord. Et ça, vous le recommandez de manière systématique? Oui, alors c'est pareil, moi j'essaie toujours de ne pas stresser. Les gens qui n'ont aucun souci vasculaire, je leur explique simplement que vraiment il faut bouger complètement normalement, faire toutes ces activités quotidiennes complètement normalement et surtout ne pas protéger sa main. Parce qu'il y a des gens qui ont peur, qui disent si je fais quelque chose, il risque de passer quelque chose. Non, en fait, c'est si on fait rien que ça va pas bien. Il faut bouger complètement normalement toutes ces activités quotidiennes. Dans le quotidien, on bouge beaucoup, hein. Les mains servent énormément. Donc, il n'y a pas de raison de changer quand on a une fistule. Voilà, non. D'accord. Et y compris le sport. Les gens qui veulent faire du sport, je leur dis toujours que la limite, c'est pas se faire mal. Donc, il y a une petite cicatrice. Si on force un peu trop, ça peut être un peu désagréable. Mais c'est tout. D'accord. Après, c'est au contraire. Garder ses activités physiques normales. Dans cette première partie, le docteur Viviane Duhédal nous a donc permis de mieux comprendre ce qu'est une fistule artério-veineuse, pourquoi elle est essentielle en hémodialyse et comment on la planifie en amont. Et parce que chaque morphologie impose une stratégie adaptée, la création d'une fistule n'est jamais un geste standard, mais toujours une décision sur mesure. Finalement, la fistule, c'est un projet qui se construit à 3, le patient, le néphrologue et bien sûr le chirurgien. Dans la seconde partie, on parlera de la surveillance de la fistule, des complications possibles et de la vie quotidienne avec cette fistule. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à écouter et à soutenir le podcast et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.